Bienvenue à Polysecure Podcast. Cet épisode-ci, je suis avec Marie-Ève. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et nous allons commencer par certaines vulgarisations de termes qu'on entend soit dans les médias comme dans le grand public, et même les gens autour de vous qui sont un peu experts en informatique ou en sécurité peuvent utiliser et qui parfois peuvent vous mener à peut-être une mauvaise compréhension de la réalité. Je vais passer à la même Marie-Ève qui va justement poser des questions judicieuses à ce niveau-là. Donc, en sécurité informatique, on a commencé à parler de sécurité quand on a commencé à sentir le danger. Donc, le premier terme qu'on a entendu par rapport au danger sur la technologie, c'était avec les virus. Quand j'avais à peu près 8 ans, je pensais que mon ordinateur était malade. Donc, c'est pas vraiment ça. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu plus sur la définition d'un virus informatique? Un virus, dans sa forme originale, quand c'est apparu justement dans ta jeunesse, c'était une façon d'infecter des ordinateurs entre eux autres. À l'époque, ça se faisait par des disquettes. Si parmi les autres, certaines peuvent connaître, ça rappelle encore ou savent c'est quoi des disquettes. C'est une façon, c'est comme l'icône sauvegardée, ce qu'on voit dans les logiciels. On avait des morceaux de plastique qui ressemblaient à ça, dans lesquels on s'échangeait des fichiers, on s'échangeait des logiciels, on s'échangeait des choses. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a eu l'idée de vouloir utiliser ce véhicule-là pour transmettre des virus d'un ordinateur à l'autre. Donc, alors, c'était à l'époque plutôt comique ou fantaisiste qui faisait avec ce genre de choses-là. Certains sont devenus un peu plus malicieux avec le temps, ou sont devenus plus méchants en termes de vouloir détruire des ordinateurs, détruire le contenu des ordinateurs. Un peu ce qu'on voit encore maintenant, mais c'était dans les balbutiements quand ça a commencé, ce genre de choses. En réaction à ça, des compagnies ont développé des antivirus qui servent justement à repérer ces logiciels-là qui étaient relativement statiques et relativement faciles à déterminer ou en tout cas à repérer à ce moment-là, puisque c'était un monde relativement simple et tout gentil. Et à la limite, un monde de semi-licorne, même s'il y avait des gens un petit peu plus malicieux à ce moment-là. Les choses ont évolué. Oui? Fait que c'était simplement au début des logiciels qui visaient à ralentir les ordinateurs ou à détruire des informations, puis ça n'allait pas nécessairement plus loin que ça. C'était plutôt basic. C'était très de base, effectivement. Il n'y avait pas beaucoup de destruction à ce moment-là, puis puisqu'il n'y avait pas beaucoup de données qui étaient stockées sur les ordinateurs, on n'était pas dans un univers où on était vraiment dépendant comme on est présentement de l'informatique. Donc, c'était très rare les gens qui faisaient leur comptabilité sur leur ordinateur ou qui faisaient autre chose de très funky sur leur ordinateur. Donc, il y avait peu d'intérêt, ils faisaient juste nuire. On pourrait prétendre à certaines rumeurs à un moment donné que les compagnies d'antivirus ont commencé à créer des virus pour se créer de la business. Fait que c'est des légendes urbaines. Est-ce que c'est vrai? J'ai aucune idée. J'imagine que probablement il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux dans tout ça, comme dans toute rumeur qui circule. Mais au bout du compte, j'ai aucune idée si cet élément-là est fondé ou pas. Mais pour ce que j'en ai lu et pour ce que je connais de cette époque-là, puis pour avoir vu et eu des antivirus à ces époques-là aussi, c'était jamais très sophistiqué ce qu'on avait. On avait des choses qui avaient l'air développées par des gens qui avaient plus de plaisir à vouloir décortiquer ou comprendre le fonctionnement à un usage de cette nature-là qu'un usage vraiment une intention de vouloir détruire ou vouloir faire du mal, comme ce qu'on pourra mener à maintenant, ce qui est plus courant maintenant là, en termes d'univers. Fait que ça, donc, c'est vraiment début, oui. Donc, oui. L'antivirus, lui, va aller cibler qu'est-ce qu'il n'y a pas d'affaires là, puis donc il va sonder le contenu de l'ordinateur, il va aller cibler qu'est-ce qu'il n'y a pas d'affaires là, puis il va le signaler. Oui, effectivement, dans sa forme originale, pour les virus qui sont de plus de leur forme originale, il détectait une forme de signature, un peu comme il fait dans le corps humain, puis c'est pour ça que le virus et l'antivirus sont apparus de cette façon-là, en termes de vocabulaire, parce que c'est une analogie qui est exacte au corps humain, où il y a un corps étranger qui rentre et il y a un antivirus qui sont nos globules blancs, ou je n'entrerai pas, je ne suis pas très bon là-dedans. Toute notre signalétique à l'intérieur du corps humain qui permet de détecter et d'anéantir ces virus-là. On a repris ces analogies-là en informatique, puisque la plupart des virus qu'il y avait à cette époque-là étaient souvent des codes qui se joignaient à un programme légitime, qui se joignaient. Fait que c'est exactement comme un virus, ça rentre dans le corps humain et ça utilise le corps humain pour se propager.
ces virus-là, à cette époque-là, faisaient le même genre de choses, dont le même usage du même vocabulaire qui était représentatif de ce que, comme du fonctionnement de ce que c'était. Ça explique bien la base de qu'est-ce qu'un virus, comment ça a commencé, qu'est-ce que c'est un virus. Mais là, on a beaucoup de choses qui a évolué par rapport à ça. C'est devenu beaucoup plus sophistiqué. On parle de worm, on parle de rançongiciel. Qu'est-ce qui différencie ça d'un virus de base? Le virus de base exigeait un moyen de propagation qui était généralement l'humain. Quand on se toussait dans la face, on s'échangeait des disquettes. Fait qu'on se propageait le dit virus de la même façon. Fait qu'il y avait comme un humain qui était responsable du transfert d'un à l'autre. C'est un peu en termes de virus, que c'était, puis pourquoi, à quel point cette analogie-là était très proche de la réalité. Ensuite, il est arrivé des choses comme ce qu'on appelait les worms ou les vers en français. Le premier, je crois, c'est le Morris Worm, qui est juste un programme qui a été développé par hasard, disons, qui est ce qu'on pourrait appeler une preuve de concept, une démonstration qui a été faite par Maurice, justement, pour voir qu'il était capable de se propager tout seul. Fait que là, c'est le premier modèle de virus qui se propage sans l'intervention d'un humain. Et ça a été tellement problématique qu'il s'est propagé à l'ensemble de ce qu'était l'Internet de ces époques-là, ce qui, dans les années 80-90, je me rappelle plus, là, ma mémoire fait un peu des fois à ce niveau-là, et il s'est propagé tout seul. Fait que là, on est dans la première phase de virus qui se propage tout seul sans l'intervention d'un humain. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un ver pour cet angle-là des choses. Encore là, c'est les antivirus qui ont continué à évoluer pour réussir à protéger contre ce type de code-là. Oui? Donc, si je comprends bien, la différence entre un virus de base et le ver, c'est que le ver, lui, va rentrer d'une façon X dans un système, puis il va se propager tout seul à d'autres ordinateurs ou qui sont liés par un réseau quelconque ou Internet. Oui, c'est ça. La différence principale en termes de vocabulaire qu'on peut utiliser et que vous allez entendre est de cette nature-là. C'est que l'un, il y a un humain, l'autre n'a pas d'humain dedans, l'autre fonctionne tout seul. On a vu quelques autres vers ou des différentes variantes qui sont apparues où des fois l'intervention humaine était nécessaire ou elle ne l'était pas. C'est sûr que les interventions où il n'y a pas d'humain, on en entend moins parler au niveau des médias grand public parce que c'est moins sensationnaliste que des virus qui exigent qu'un humain soit intervienne dans ce genre de choses-là. Et c'est là où on amène peut-être à l'autre transition, où on est dans un modèle où c'est semi-humain, semi-automatique. On avait plus dans les années fin des années 90, début des années 2000, où on a eu des virus comme I Love You qui ont circulé pendant un certain temps dans cette période-là où les gens, c'est les premiers balbutiements aussi, où le phishing s'est mêlé, où il y a eu un peu un mélange des genres, où la façon que la propagation se faisait, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on recevait un courriel avec un fichier Word, puis on a encore un problème de nos jours avec ça, qui arrivait avec une macro, qui exécutait, qui prenait toute notre carnet d'adresse et renvoyait le même message à tout le monde. Donc, ça prenait une intervention humaine pour l'ouverture du fichier, mais une fois que le fichier est ouvert, la propagation est automatique et ça se propageait à tout le monde. Et comme tout le monde recevait un courriel de quelqu'un qu'il connaissait, il y avait une certaine forme il était trompé par cet élément-là. Donc, réouvrait le fichier, réinfectait et ça s'est propagé un peu comme ça. Il y a eu une évolution qui s'est allée vers ce genre de choses-là, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on voit de nos jours en termes de propagation. Parce qu'on voit rarement des vers, on voit rarement des virus au sens classique. Parce que les systèmes ont évolué, parce que les antivirus sont efficaces aussi maintenant là, pour régler cette stratégie-là. Fait qu'ils se sont beaucoup améliorés avec les années. Ils ont permis de détecter les codes. Mais encore là, les antivirus ont connu d'énormes problèmes puisqu'ils se basent sur une signature unique. Un peu comme les anticorps, ils se basent que sur une signature unique, donc vont détecter qu'un élément très précis. Et si moindrement qu'on dévie de ça, ça n'est plus détecté. La meilleure analogie dans le réel, c'est les vaccins contre la grippe. Puisque la grippe mute régulièrement, la vaccination contre chacun doit être renouvelée parce que le code pour le détecter change à chaque fois. Donc, une nouvelle variante, un nouveau code passe à travers les mailles des anticorps. Donc, il faut entraîner nos anticorps vers ce nouveau code-là. Contrairement à des virus plus classiques, disons comme la varicelle, où lequel, une fois que le code a été compris,
le corps est immunisé, mais est immunisé pour toujours parce que le code ne change jamais. C'est là où les malveillants mettent beaucoup d'énergie. C'est de justement pas tomber dans un mode détectable tout le temps, un mode de renouvellement constant. Un peu comme on peut constater avec la grippe. Le virus du rhume aussi est très fort là-dessus. Il est en constant changement. Donc, d'où le fait qu'il faut mettre à jour de façon assez régulière ces choses, ces antivirus, parce que la menace n'est pas statique, elle évolue rapidement. Fait qu'il faut que nos mesures pour les contrer évoluent rapidement aussi. Je me demandais pour l'utilisateur, moi, derrière mon écran, que ce soit un virus, un verre, il y a toujours une action quelconque que je fais qui fait rentrer ça dans mon réseau. Ça ne se rentre pas tout seul comme ça à mon insu. De nos jours, effectivement, c'est plutôt rare que ça rentre à ton insu. Les virus, comme ils existaient, n'existent plus. Ces environnements-là, ces façons de faire-là sont très présents dans les réseaux d'entreprise, mais très peu ou quasi inexistants dans les réseaux personnels, puisque l'intérêt n'est pas là. Et il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'intérêt à ce type-là de volet infectieux. Puis pour donner un exemple de ce côté-là, puis pourquoi c'est comme ça, dans un réseau d'entreprise, on va avoir 500 000, 10 000 ordinateurs dans un environnement plus ou moins contrôlé. À la maison, on a 1, 2, 3 ordinateurs. Donc, en termes de proportion, ça déjà l'intérêt n'est pas le même. C'est pour ça que les efforts ne sont pas mis aux mêmes places. Et donc, effectivement, comme tu dis, il faut que tu poses une action pour te mettre dans le pétrin. Puis généralement, dorénavant, puis on va en parler dans un autre épisode, là, puis on ne va pas trop éventer dans celui-ci, c'est on va recevoir un courriel qui va nous amener à poser un geste qui va nous mettre dans le pétrin. Puis celui-ci va s'amener dans un rançongiciel, par exemple. Dans le fond, c'est une belle façon d'amener dans le réel dans lequel on est actuellement. C'est que autant maintenant les gens infectaient des machines anciennement pour s'en servir pour relais, pour faire d'autres choses. Maintenant, ils s'en servent pour rançonner les gens. C'est-à-dire leur voler de l'argent parce qu'ils ont tout volé, tout bloqué sur l'ordinateur. Oui. Donc, même si le risque en tant que de se faire infecter de cette ampleur-là à la maison est plutôt moindre, on travaille pratiquement tous en ce moment à distance. On a accès à beaucoup de réseaux, fait qu'il faut quand même être très sensibilisé à ça pour pas faire de gaffe au travail puis pas mettre les autres dans le pétrin parce que justement, les rançongiciels, c'est quelque chose que tu as dit qui a pris beaucoup d'ampleur là, puis qui est très, très important dans les dernières années et qui coûte beaucoup de sous aux entreprises, là, je pense bien. Au niveau des entreprises, oui. Effectivement, ça coûte beaucoup de sous. Puis on a eu dans les médias, dans les dernières semaines, les derniers mois, des cas, même au Québec, d'entreprises qui se sont faites avoir par ce genre de choses-là. Fait que même les entreprises qui ont énormément d'argent pour mettre en protection de cybersécurité se retrouvent à être pincées par ce genre de choses-là. Fait qu'un individu à la maison qui n'a pas les ressources, la capacité, les connaissances pour aller là est d'autant plus démuni face à ce genre de choses-là. C'est sûr qu'un antivirus, les bonnes pratiques, la mise à jour, ce genre de choses sont essentielles pour permettre de se protéger adéquatement, d'avoir un doute raisonnable aussi, parce que c'est sûr que si tu m'envoies un courriel et celui-ci semble légitime, mais c'est sûr que si tu commences à m'écrire en anglais, par exemple, je vais avoir un doute raisonnable que le courriel n'arrive pas de toi. Et là, en tant que francophone, on est chanceux à ce niveau-là parce que ce qu'on a vu, dans le fond, dans les derniers rançongiciels les plus virulents, c'est qu'ils vont prendre une conversation courriel existante et ils vont écrire par-dessus comme s'il y avait une réponse à celle-ci, qui donne une certaine forme de légitimité à la conversation. Par contre, à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est en anglais seulement. Donc, on est un peu préservé comme francophone. Ça ne nous préservera pas longtemps parce que ça ne tardera pas qu'ils vont comprendre qu'on est francophone et qu'ils vont détecter la langue du courriel et ils vont mettre du texte francophone. Donc là, l'astuce à ce côté-là, c'est de s'assurer que la conversation est légitime. Mais encore là, si quelqu'un vous arrive à un fichier, parce que là, on ne va pas inventer la conversation sur le phishing, le spam et ainsi de suite, mais en même temps, si vous avez un fichier que vous ne savez pas c'est quoi, même d'une personne que vous connaissez et que vous n'attendiez pas, la règle de base, c'est de ne l'ouvrez pas. Parce que généralement, celui-ci va contenir probablement un code malicieux. Encore plus si une personne qui ne vous a jamais parlé en anglais et que vous savez qu'un anglais assez médiocre vous écrit en anglais, soyez suspicieux, minimalement, en tout cas, dans un contexte de virus. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est procurez-vous des antivirus récents.
autant sur PC que sur Mac. Ça devient de plus en plus nécessaire. Mac, il y a une forme de protection native. Windows, il offre maintenant Windows Defender natif. Ça fait la job pour la base. Ça fait pas la job pour les codes, les choses les plus virulentes et les plus modernes qui peuvent sortir. Fait que, encore là, prudence. Si vous êtes vraiment nerveux, si vous faites des affaires qui vous croyez vous placent dans une situation à risque, mais achetez un antivirus moderne, plus récent que ce qu'on avait dans les 10 ou 15 ans qu'on achetait, les McAfee, Norton, Symantec de ce monde, qui était ce qu'on avait ou ce qu'on nous disait qui était bon. Informez-vous sur des moyens plus modernes. On va en mettre peut-être dans les choses de l'épisode. Personnellement, j'en connais pas, mais je connais ça plus entreprise. C'est que ça va me forcer à travailler là-dessus un peu. Oui. Donc, je comprends bien l'antivirus, tout ça, que j'ai l'impression que c'est vraiment rendu comme de base. On n'a plus le choix. Mais c'est tellement de base qu'on doit se faire aussi d'autres choses, puis on va pouvoir aussi le développer dans les prochains épisodes, d'autres moyens aussi d'être encore plus sécuritaire. Par contre, j'aimerais revenir un peu sur le rançongiciel, parce qu'on a parlé que le virus, il travaillait surtout à ralentir, puis à briser qu'est-ce qui existait. Le rançongiciel, je crois que c'est un peu différent. Qu'est-ce que le virus en tant que tel fait dans un système? Donc, il va collecter des données. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? Rançongiciel a une mission différente. Puis ça, c'est la professionnalisation des malveillants, si on veut, qui fait que d'un côté, de juste vouloir nuire, parce qu'on a vu beaucoup de virus qui servaient à nuire, ou de vers, ou peu importe comment on les nomme, ils savaient qu'à nuire. Ça n'avait pas autre chose que ça, fait qu'il n'y avait pas d'objectif financier. Là, ce qui arrive, c'est que maintenant, c'est que les codes malicieux sont un objectif énormément financier, parce que ces groupes-là, c'est rendu des groupes criminalisés qui sont là pour faire de l'argent. Puis on va le voir dans un épisode dans lequel on va parler du phishing, entre autres avec la fraude nigérienne, qui est une façon très classique de le faire, sont là pour vraiment extraire l'argent, et le rançongiciel est l'expression de tout ça. La seule chose, puis d'où ça arrive, pourquoi on en parle avec les virus, parce que la première phase du rançongiciel est très virale, au sens où très vert, c'est-à-dire qu'on prend l'utilisateur, s'infecte lui-même. Là, la suite, on va en parler dans un autre épisode, mais la première phase va vraiment attaquer le système de la personne pour le mettre dans l'embarras. Puis on va le voir là, à quel point les communications par courriel sont très insidieuses ou très convaincantes sur l'ouverture et la mise à mal de l'utilisateur. Donc, on l'utilise contre lui. Donc, dans le cas des rançongiciels, ben là, ils vont chercher avec tout ça. Ils vont en plus aller cibler l'information, le garder ils vont la bloquer pour l'utilisateur puis demander des sous pour le débloquer. Fait que c'est sûr que ça vient beaucoup plus complexifier la chose. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui était la base du virus, de l'antivirus, un petit peu d'où ce qu'on part en matière de menaces envers nos systèmes et nos informations. Donc, merci beaucoup, Nicolas Loïc, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu désirais ajouter? Oui, que dans le fond, là, tout ce texte-là est une amorce par rapport à ce qui se passe, on vous invite à nous partager des questions complémentaires, parce que là, j'ai abordé beaucoup de sujets un peu diffus par ailleurs, fait que je ne sais pas si j'ai pu répondre aux interrogations de tout le monde. Donc, si vous avez des domaines à creuser, vous avez des sujets à creuser par rapport à ce domaine-là spécifique, ou les collatéraux qu'on va aborder dans d'autres épisodes, vous êtes bienvenus de nous communiquer avec nous. Les informations sont sur le site web. Moi aussi, ça complète. Ouais, bien, merci bien. On va se retrouver prochainement pour un prochain épisode. Donc, bonne semaine tout le monde. Merci.